Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session des Home of Governance Talk de Guberna. En guise d'introduction et pour donner le temps à tous les participants de nous rejoindre et de rejoindre la salle de session plénière de la conférence de ce soir avec Fabrice Brion qui nous a rejoint et que j'aurai le plaisir de vous présenter bientôt. Nous allons vous proposer une courte vidéo d'introduction et vous permettant de prendre le pouls de ce qu'est iCare, de qui est son cofondateur et CEO et vous permettre de contextualiser et d'entrer dans la matière de la conférence et du panel de ce soir. Voilà, bonne vision à vous. On se retrouve dans quelques minutes. Cette recherche et développement et ce nouveau produit ont fondamentalement modifié notre métier puisque avant 2013, la majorité du métier était cantonnée à un rayon d'action proche de nos bureaux puisqu'il fallait se déplacer chez les clients pour mesurer leurs machines, ce qui fait que beaucoup de marchés lointains ou exotiques nous étaient fermés pour tout simplement les coûts et les temps de réactivité liés au déplacement. Grâce à ces capteurs, aujourd'hui, nous prenons des marchés au Chili, en Australie, en Corée, un peu partout dans le monde, tout en créant de l'emploi ici à Mons pour le développement des capteurs et le diagnostic qui est réalisé derrière. Voilà, après un film d'introduction, une vidéo vous présentant l'activité récente d'iCare, j'ai le plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce Home of Governance Talk que nous consacrons à la gouvernance comme levier de résilience. Nous espérons vous inspirer et je pense que ce soir, vous allez être inspirés par l'hôte qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Fabrice Brion. Je vais avoir le plaisir de vous le présenter. Au préalable, quelques rappels techniques pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore familiarisés avec le nouvel outil Hermite que nous vous proposons. Je vous rappelle que vous avez l'occasion d'adresser vos questions de façon écrite via l'onglet Questions, donc l'onglet Questions qui se trouve sur la colonne à droite de votre écran. Nous les relayerons et nous les adresserons à Fabrice Brion qui vous répondra durant cette heure d'échange avec lui. Je vous rappelle aussi qu'à l'issue de cet échange, à 18h, il vous sera possible de poursuivre un peu la conversation via une session interactive qui vous sera accessible dans le Social Lounge. Fabrice Brion vous y rejoindra pour un moment également et vous aurez l'occasion là d'échanger à micro ouvert, à caméra ouverte et d'échanger sous le mode vocal de façon plus informelle à la table 1 donc du Social Lounge à l'issue de cette heure passée ensemble. Une heure passée ensemble, donc aujourd'hui consacrée et nous accueillons Fabrice Brion, cofondateur et CEO d'iCare, entreprise de l'année 2020. Vous venez tout récemment de recevoir ce prix qui reconnaît
toute l'activité et la réussite, la croissance menée par iCare. Fabrice Brion est entrepreneur, bien évidemment, ingénieur également, mais homme qui ne craint pas de se remettre en question et de remettre en question ceux et celles qui l'entourent. Vous le verrez durant cet échange. Un homme d'équilibre également, et j'ai plaisir à souligner cet aspect, cette caractéristique importante en gouvernance et une caractéristique, un équilibre qui lui tient à cœur. Il vous en parlera certainement d'un triple équilibre en termes d'équilibre à la fois économique, humain et environnemental. Et cet esprit d'équilibre et de juste équilibre, Fabrice Brion a su l'insuffler au niveau d'iCare. iCare qui se caractérise également par un équilibre mené avec brio, notamment entre l'innovation et la tradition, vous pourrez l'entendre tout à l'heure, mais également un équilibre mené avec succès entre l'internationalisation remarquable. iCare, entreprise belge, est maintenant un acteur mondial de la maintenance prédictive et équilibre mené entre l'internationalisation et une attention accordée avec un regard important à l'écosystème local qui entoure l'entreprise et auquel iCare participe également. Ça mérite d'être souligné. Et cette caractéristique d'équilibre, vous allez le voir en cela, on peut dire que Fabrice Brion applique dans son entreprise un des principes importants de la gouvernance et que souligne fréquemment le professeur Mervyn King, référence internationale en gouvernance et qui a porté les 4 codes de gouvernance sud-africains, Code King portant son nom, et qui rappelle qu'une gouvernance de qualité est associée à l'exigence de résultats attendus de cette gouvernance et que les résultats attendus de cette gouvernance, sa performance, peuvent être évalués au travers d'un triple impact qui est à la fois économique, social et environnemental. Une entrée en matière donc et un témoignage riche au niveau de l'entrepreneuriat conjugué avec la gouvernance pour une meilleure résilience. Bienvenue et merci Fabrice Brion de nous accorder votre disponibilité ce soir pour cette heure ensemble. Pour vous, en guise d'introduction ce soir et pour ouvrir ce débat, je voudrais tout d'abord vous demander quel regard vous portez vous-même sur la crise sanitaire que nous traversons et en particulier comment celle-ci a été vécue chez iCare et quel en a été l'impact au niveau des interactions entre organes décisionnel. Merci Fabrice. Merci à vous et merci de m'inviter ce soir. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous, d'abord par cette séance de questions-réponses, ensuite par le chat et enfin peut-être par quelques discussions plus informelles autour des tables virtuelles. Pour nous, en fait, la crise, elle a commencé un peu plus tôt que pour la plupart des entreprises belges. Tout simplement, enfin, la crise, la situation sanitaire actuelle, tout simplement parce que j'étais dans notre filiale en Italie le 20 février 2020. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai pris l'avion, alors que je le prenais plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années. Je suis donc revenu le 21 d'Italie et ici en Belgique. Le lundi 24, on a commencé à mettre en place à s'adapter, à se préparer pour cette épidémie qui nous paraissait inéluctable, dont l'arrivée nous paraissait inéluctable en Belgique. Donc, on a eu à peu près, je dirais, 2 à 3 semaines d'avance sur la plupart des mesures gouvernementales, aussi bien en confinement qu'en déconfinement, ce qui nous a permis d'avoir un certain confort. Bien sûr,
c'est une crise sanitaire qui impacte beaucoup de gens, donc je suis loin de fanfaronner et justement dans ce triple équilibre qui m'est cher entre l'économie, l'humain et l'environnement, je pense qu'il est très important de penser à tous les métiers qui ne savent pas tout simplement fonctionner dans cette période difficile. Mais nous avons eu la chance d'abord d'avoir un métier fortement digital qui nous permettait de travailler à distance et ensuite de pouvoir prendre les mesures nécessaires avant la plupart des entreprises et des organisations ici en Belgique. Merci Fabrice pour cette introduction. Une première question en matière de croissance. On a vu quelques chiffres présentés à propos d'Aiker durant la vidéo d'introduction. Aiker se caractérise par une croissance remarquable en moins de 20 ans. Vous allez nous en dire un peu plus. Mais récemment, en 2018, vous avez opéré une nouvelle étape. En ce sens, vous avez ouvert votre capital à de nouveaux actionnaires, à savoir la SRIW et l'IMBC sont montés à bord de votre capital. C'est un élément de croissance externe, un facteur favorisant important pour vous, qui a marqué aussi une nouvelle étape dans la professionnalisation de votre gouvernance. Vous êtes alors passé d'un conseil d'avis plus formel à un fonctionnement vers un conseil d'administration formalisé dont des membres représentants de ces deux institutions ont rejoint votre CA. Pourriez-vous nous en dire plus à propos de cette étape de structuration, de formalisation de votre gouvernance et l'impact que cela a eu sur votre processus décisionnel? Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais dire, comme vous l'avez très bien cité dans la question, effectivement, on a mis en place un board formel à partir de 2018 et donc à partir de l'entrée au capital de la SRIW et l'IMBC, mais on avait mis en place depuis le premier jour de notre existence un board, comme vous l'appelez, conseil d'avis ou un board informel, tout simplement puisque nous avons fondé la société à deux avec Arnaud Stiévenard, qui est un de mes amis d'enfance. Arnaud n'avait pas de rôle opérationnel dans la société et donc systématiquement, au départ chaque dimanche, et puis on a espacé la fréquence de ces réunions, nous nous rencontrions pour justement avoir un regard extérieur sur pouvoir prendre du recul et pouvoir, moi, expliquer mon point de vue opérationnel et ce qui s'était passé pendant la semaine, puis pendant le mois, puis pendant le trimestre auprès d'Arnaud. Ensuite, assez vite, en 2008, on a ouvert le capital de la société aux employés et on a continué à fonctionner avec ce type de structure. Donc, où, depuis le départ, et ça c'est un conseil que je donnerais même à des jeunes entreprises, des jeunes startups qui n'ont pas encore de board formel ou pas encore d'investisseurs et d'administrateurs extérieurs, c'est de faire comme si. Donc, c'est de fonctionner en interne et de jouer le jeu. Ce que j'appelle jouer le jeu, je pense que ce qui est important, c'est de réellement préparer le board. Moi, encore aujourd'hui, je prends à chaque fois avant un board 3-4 jours pour le préparer sérieusement parce que ça me permet de prendre du recul, ça me permet justement d'analyser, de sortir le nez du guidon, de me mettre à un autre niveau de lecture pour pouvoir justement analyser qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, quelles sont les opportunités pour aller encore mieux et quelles sont les choses à corriger pour corriger les choses qui vont moins bien. Donc ça, je dirais que c'est un peu, même si ça n'a été formalisé que très tard dans la vie d'Aiker, c'est quelque chose qui avait une habitude, qui avait un fonctionnement depuis le départ, qui me paraît très important et qui me paraît très important pour jouer le jeu de la vraie préparation et pas simplement de l'information ou pas simplement
pour un CEO de sous-traiter à son CFO ou à son assistante, etc., la préparation du board, parce que je trouve que à chaque fois, je retire énormément d'informations et ça me fait énormément de bien de prendre le recul nécessaire à préparer ces boards. Ensuite, dans le fonctionnement, c'est un fonctionnement qu'on essaye d'établir à chaque étage de management dans la société, donc bien sûr du board par rapport au CEO, mais aussi ensuite à chaque étage de management, même si on a la structure la plus directe possible. Je dirais que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un cadre, et c'est d'avoir un cadre qui est le plus léger possible, mais le plus ferme possible. Ça veut dire quoi le plus léger possible? C'est qu'on doit laisser beaucoup d'initiatives pour pouvoir créer de la responsabilité. Si on dit à chaque personne dans l'organisation exactement ce qu'elle doit faire, il ne sera pas possible de la remercier pour ses succès, ni de lui demander de corriger pour ses échecs, puisqu'elle ne sera finalement que quelqu'un qui sera là pour appliquer. Donc, d'où la légèreté du cadre, mais aussi la fermeté du cadre. Parce que souvent, quand on a un cadre léger, on se dit, bon, ben, c'est comme si on n'avait pas de cadre. C'est important d'avoir des lignes directrices qui soient claires et qui soient infranchissables et indiscutables. Sauf, bien sûr, si le board remet en question et redéfinit de nouvelles lignes directrices. Merci Fabrice pour cette réponse, et vous abordez déjà des éléments cadre et légèreté qui soutiennent, qui alimentent l'affectio societatis autour de l'entreprise, et comment le board peut montrer cet exemple aussi. Une question qui nous devance d'Olivier Mortelmans, que je vais lire également, et qui vous demande justement quelle est la structure du capital actuel et quelle est la composition du CA, notamment du conseil d'administration, notamment en termes de compétences qui y sont représentées. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, la structure du capital est assez simple, c'est-à-dire que il y a une première holding qui représente Arnaud Stiévenard et moi-même, donc mon ami et cofondateur. Nous avons ensuite une structure qui représente à peu près une centaine d'employés, donc sur les 450 que nous comptons aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'employés qui sont actionnaires de la société. C'est très important, quand je dis actionnaire, c'est pas le résultat aujourd'hui d'un plan de stock option ou de ce genre de choses qui sont importantes bien sûr à mettre en place, mais on a volontairement voulu jusqu'ici que les employés participent aux différentes augmentations de capital, parce que comme on dit, c'est mettre un peu de skin in the game, donc c'est d'investir une partie de leurs économies dans la société. C'est pas quelque chose qui leur revient en bonus ou qui leur tombe dessus parce qu'ils ont bien fait leur travail. C'est vraiment un investissement en tant que tel qui a été fait lors des augmentations de capital. Et ensuite, bien sûr, il y a la SRIW et l'IMBC. Et donc, il y a un représentant de chacune de ces entités à notre board, qui est volontairement un board, je dirais, de combat actuellement. Pourquoi de combat? Parce que on est en train de faire une levée de fonds importante. Notre secteur est en croissance. On pense avoir une bonne position sur ce secteur pour aller même plus loin que cette croissance. Et aujourd'hui, pour atteindre ces objectifs, on a besoin de lever des fonds. Et donc, on s'est volontairement mis dans un mode bootcamp pour arriver à cette levée de fonds. Et ensuite, pour pouvoir ouvrir justement le board, bien sûr, aux investisseurs qui participeront à cette levée de fonds, mais aussi, je pense que c'est important, à des administrateurs externes qui viennent apporter une compétence particulière, nécessaire, soit à la gestion de la société en général, soit à notre secteur d'activité en particulier. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Merci Fabrice. Et la question, je remercie aussi Olivier Mortelmans qui nous a adressé cette question intéressante. Vous évoquiez aussi Fabrice lors de la préparation et à propos de cette prochaine étape de levée de fonds, vous réfléchissez également à la façon de faire représenter au sein du board également des représentants des collaborateurs qui deviendraient actionnaires. Quels sont les critères en termes de compétences éventuellement à y représenter? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, donc en termes de participation exactement, donc la SRIW et l'IMBC ont à peu près 6% chacun, ce qui représente 12%. Les employés ensemble ont environ, enfin quand on dit employés, c'est Frenzel Family, mais majoritairement employés dans cette catégorie, représentent à peu près 10% et la holding regroupant les participations d'Arnaud et moi détenons le reste du capital. Donc il nous paraît normal que les employés aient une représentativité aussi au sein de ce board qui soit proportionnelle à leur part dans le capital de la société. Merci Fabrice. J'en profite pour rebondir aussi sur l'importance que vous accordez à ce triple équilibre au sein de l'entreprise, équilibre à la fois économique mais humain également environnemental. Et une question qui adresse l'attention à l'humain qui nous est adressée par Catherine Delangue, qui nous a aidé aussi. J'en profite pour remercier Catherine. Merci à toi pour la préparation de ce talk. Et Catherine vous demande à propos de cette crise sanitaire, elle constate que vos équipes ont dû basculer en mode distanciel du jour au lendemain. Comment gardez-vous avec vos équipes des contacts proches alors, contacts qui sont si essentiels dans un contexte qui est aussi émotionnellement difficile pour chacun? C'est une très bonne question et on y a répondu de deux manières différentes. La première manière, elle était déjà présente avant le Covid-19, c'est notre structure qui est une structure agile. Alors, c'est des grands mots de parler d'agilité, de flexibilité, etc. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on essaye de regrouper dans une fonction de direction ou de management des compétences qui font appel à des personnalités et à des connaissances qui sont différentes. Et donc, on va trouver un manager qui est très bon dans une de ses compétences, mais qui n'est pas nécessairement très bon dans les autres. Et donc, plutôt que d'avoir des managers qui regroupent des compétences larges sur des équipes plus restreintes, nous avons décidé de couper dans l'autre sens. C'est-à-dire d'avoir des managers avec des compétences assez restreintes sur des équipes très larges. Et ces compétences, j'ai l'habitude de dire par boutade que chez ICAR, personne n'a de N+1, mais chacun a un N+1 tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos valeurs, qui sont primordiales pour chaque décision, nous avons 3 valeurs. La première valeur, c'est la performance. Et la performance, comment on la définit, c'est d'être au-dessus des attentes de nos clients. La deuxième valeur, c'est la durabilité. Et la durabilité, c'est de pouvoir avoir la croissance en termes de chiffre d'affaires et la rentabilité pour nous permettre de garder notre indépendance dans notre secteur d'activité. Et la troisième valeur, c'est le respect pour l'humain, parce que si on veut la performance sur le long terme, la seule manière de l'atteindre, c'est de respecter l'humain. Et quand je parle de respect pour l'humain, c'est nos employés, bien sûr, mais c'est aussi nos clients, nos fournisseurs, nos concurrents aussi, puisqu'on est dans une phase de consolidation du marché où on a déjà réalisé 3 acquisitions. Dont une acquisition il y a 1 an jour pour jour, et donc qui ne serait pas possible si on n'avait pas ces bonnes relations. Et donc dans la structure, nous avons à chaque fois un niveau que l'on appelle le niveau directeur. Le niveau directeur, c'est le niveau qui s'occupe pour chaque personne du groupe de la qualité, donc de la satisfaction client. On a un niveau qui s'appelle le niveau leader, qui lui s'occupe de tout l'aspect humain, de toute la valeur humaine, et on a un niveau qu'on appelle officer,
qui lui s'occupe de la partie financière, c'est-à-dire de la partie durabilité financière. Donc ça, c'est en termes de structure, c'était déjà avant le Covid. Et alors, depuis le Covid, on a investi énormément dans le marketing interne. Et entre autres, on a un DICARE Daily Flash News, qui est une espèce de JT qui est envoyé à tous les employés chaque jour à 20h30, qui est réalisé par les employés, pour les employés, et qui reprend les petites nouvelles qu'on échangerait à la machine à café. Donc, aussi bien des nouvelles professionnelles, des nouvelles techniques, des nouvelles de nos clients, de nos concurrents, que des nouvelles sur la santé d'un tel, l'accouchement de tel membre de l'équipe. Et voilà. Donc, on essaye de garder le contact aussi bien du niveau structurel, puisque les team leaders sont restés en contact très proche de leurs équipes. Au plus fort de la crise Covid, chaque team leader contactait chaque membre de son équipe pour un talk de vive voix une fois par semaine, mais aussi bien par des moyens plus génériques comme le iCare Daily Flash News, par exemple. Merci Fabrice. J'en profite pour rappeler aussi, je vois une question de Christine Darville qui nous demande qui siège au CA. Nous avons répondu à la question tout à l'heure. Vous précisiez que les deux cofondateurs siègent au CA ainsi que deux représentants, l'un de la SRIW et l'autre du IMBC, les nouveaux actionnaires d'ICARE, qu'une réflexion est également en cours pour y faire monter à terme des représentants des collaborateurs d'ICARE. Voilà, la question avait déjà été répondue, Christine. Et Fabrice, j'aimerais revenir avec vous sur les facteurs du succès d'ICARE, succès qui mérite d'être salué. Vous avez été reconnu légitimement en recevant le prix d'entreprise de l'année récemment. Bravo encore. Quels facteurs clés de succès voyez-vous qui expliquent et qui méritent d'être partagés avec nos participants? Écoutez, je pense que c'est avant tout un état d'esprit. Hein. Je parlais de cet équilibre, je parlais de la manière dont nous, on a vécu la crise Covid. Je pense que c'est une organisation qui est cette agilité. Cette agilité, c'est aussi bien l'organisation que l'état d'esprit pour répondre à ces questions. Pour moi, en tout cas, ma vision de mon rôle de CEO est plus haut, ma vision du rôle d'un board, puisque aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, parce que ça a des avantages, mais aussi des inconvénients, je cumule les fonctions de président du CA et de CEO. Aujourd'hui, pour moi, ces fonctions, nous ne savons pas influer sur le monde qui nous entoure, quelle que soit la taille de notre société, quelle que soit notre influence, qu'elle soit sur la société en elle-même ou sur le monde politique, nous n'avons pas les clés pour influer sur le monde qui nous entoure. Donc nous devons être, par définition, réactifs. Ça veut dire que nous devons adapter nos sociétés au contexte extérieur. Et pour différentes raisons, la visibilité est plus courte que jamais. D'abord, il y a une raison de fond, c'est la révolution digitale qu'on est en train de vivre. C'est une révolution qui est comparable, certains la comparent. On est dans ce changement. À cette révolution de fond se rajoutent des événements plus microéconomiques, comme cette crise Covid, hein, excusez-moi de l'appeler microéconomique, mais c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui n'est pas quelque chose qui est en évolution. Un should-have, c'est un must-have pour les boards, c'est un must-have pour les CEO.
parce que si on a une organisation qui met 1 an à s'adapter à une nouvelle réalité, étant donné qu'on n'a pas une visibilité à 1 an, aujourd'hui, on va droit dans le mur. Et donc, on doit à chaque fois garder des chaînes de décision courtes, on doit découper les projets dans les morceaux les plus petits possibles pour ensuite pouvoir décider, une fois qu'un morceau est fini, de comment on va réadapter le morceau suivant en fonction du monde extérieur, en fonction de comment le monde extérieur a évolué. Moi, je dis souvent, pour moi, la définition de l'agilité, c'est de ne prendre aujourd'hui que les décisions qu'on est obligé de prendre. Il faut se laisser la chance d'avoir l'évolution extérieure pour les décisions qui ne sont pas urgentes à prendre aujourd'hui. Merci Fabrice pour cette définition pertinente de l'agilité. J'ai le plaisir aussi, je transmets tout de suite un mot de félicitations d'Olivier Mortelmans qui vous remercie pour le iCare News, très bonne idée que je vais partager avec des clients. Voilà, donc l'inspiration fonctionne. Merci Olivier de nous le signaler. J'aimerais revenir encore cette notion d'agilité. On entend, mais sur le caractère innovant et combien l'attention est accordée aussi à la recherche et au développement, combien l'innovation et la capacité à anticiper a été un facteur de succès pour iCare. Pourriez-vous en particulier nous dire un mot nous en dire un peu plus à propos de la maintenance prédictive qui certainement nécessiterait toute une conférence d'1 heure et sans doute que ça sera le cas dans le futur, mais qui joue un rôle en gestion des risques au niveau du board également, qui peut être utile à ce niveau, et de l'innovation des capteurs en particulier, qui vous a permis de booster alors votre action à l'internationalisation véritablement. Oui, tout à fait. Excusez-moi si je vais peut-être m'emporter et être passionné, mais en fait, je n'ai connu que ça dans ma vie professionnelle. Puisque moi, j'ai réalisé mon mémoire d'ingénieur sur la maintenance prédictive en 2000. Et ensuite, suite à ce mémoire, je suis allé travailler pour une société américaine dans le domaine de la maintenance prédictive. Et comme ils n'ont pas voulu ou qu'ils n'ont pas jugé utile ou intéressant de mettre en application ce que j'avais développé dans mon mémoire, ben, j'ai décidé, sans mauvais jeu de mots, de voler de mes propres ailes pour le mettre en application au sein de iCare. Qu'est-ce que la maintenance prédictive? Ben, c'est très simple, c'est de mesurer des paramètres sur les machines, quelles qu'elles soient. Nous, on se spécialise dans les machines industrielles, mais je vois par exemple que certains fournisseurs d'énergie proposent aujourd'hui des outils de maintenance prédictive sur votre chaudière, par exemple. Nous, on est plus sur les assets industriels. Et donc, c'est de mesurer des paramètres pour qu'à partir de ces paramètres, on puisse définir quand la machine va casser ou quand la machine va nécessiter une maintenance, un entretien. Et à partir de là, c'est de pouvoir maîtriser ce planning d'entretien, puisque jusqu'ici, il est communément admis dans les organes de direction d'industrie, mais aussi dans les boards, que on ne pouvait pas savoir. C'était imprévisible. C'est une casse, c'était imprévisible. On ne peut pas en vouloir au CEO. On ne peut pas en vouloir aux responsables de maintenance que l'usine a brûlé parce que c'est la chaudière qui a lâché. Mais comment vouliez-vous qu'on puisse penser que la chaudière allait lâcher? On avait fait l'entretien il y a moins de 6 mois. Aujourd'hui, moi, je me bats pour faire comprendre que c'est pas vrai. On a aujourd'hui des techniques qui ne sont pas de la rocket science, qui sont des techniques prouvées, qui sont des techniques qui fonctionnent et qui sont capables, alors en fonction des industries et des équipements, entre 95 et 98% des cas, détecter une casse de l'équipement jusqu'à 6 mois avant qu'il ne se produise. Et donc, je pense que c'est un changement complet de paradigme pour les opérations, bien sûr, mais aussi pour les boards, en termes d'abord de budgétisation de la maintenance, mais aussi en termes de gestion des risques et des responsabilités qui sont, au final, sont un board matter.
Merci Fabrice. Une question qui nous est adressée encore par Marc Decorte, président de Bessie, et qui vous adresse alors là une question personnelle à vous en tant que CEO portant cette casquette. Quels sont les sujets les plus difficiles à aborder au niveau du CA? C'est une bonne question. Je dois dire on a une relation continue avec nos administrateurs. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a une question de leur côté, on se téléphone. Dès qu'il y a un problème qui survient, je leur téléphone aussi, ou on prévoit un CA Express, d'autant plus facile aujourd'hui avec le Covid-19. Donc il n'y a pas vraiment de surprise ou de sujet difficile. Mais je dirais que le moins facile, et c'est typiquement européen, voire belge, voire même francophone, c'est la vision. J'ai toujours l'impression, et pas rien qu'en CA, hein, mais souvent aussi quand je discute avec d'autres entrepreneurs, qu'on on vit en Europe et on a un système éducatif qui nous éduque à l'échec et pas au succès. C'est-à-dire qu'on se pose toujours la question de savoir, oui, mais si ça rate, qu'est-ce qui se passe? Et on se pose rarement la question de, oui, mais si ça marche, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, les conséquences d'un succès sont plus difficiles à gérer que les conséquences d'un échec. Puisque je dis souvent, nous par exemple, dans notre secteur, on se moque de moi, mais je dis souvent, the sky is the limit. Pourquoi? Parce que vu les milliards d'assets industriels qu'il y a dans le monde, potentiellement, chacun de ces assets est un client pour nous. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel de croissance qui est énorme. Et que le plus gros risque pour nous, c'est de ne pas savoir suivre ce potentiel de croissance, que ce soit en termes humains, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes technologiques, que ce soit en termes de M&A ou d'autres. Et donc, je pense que cet aspect de stratégie et de stratégie du succès est quelque chose pour lequel on n'est pas éduqué en Europe et particulièrement en Europe francophone. On est éduqué à prévoir le pire. Hein. On se focalise souvent sur le worst case scénario, mais on est très peu éduqué à envisager le best case scénario. Et l'histoire de iCare est une succession de worst case scénarios qui ont tourné en best case scénario. Et on serait certainement beaucoup plus loin aujourd'hui si on avait envisagé depuis le début les best cases au lieu des worst cases. Merci Fabrice, merci d'insister sur cette vision partagée, cette liberté aussi, c'est tout ce tact d'équilibre aussi à laisser les autres porter leur vision. En préparant, vous aviez cette image à propos de fusion et acquisition aussi, d'équilibre entre les parents qui doivent accepter aussi de laisser les enfants voler de leurs propres ailes. Ça me permet de faire le lien avec une nouvelle question qui nous est adressée également et qui souligne encore, qui vient titiller la capacité d'innovation de Google. Catherine vous demande, que pensez-vous de Google qui donne à ses employés justement la possibilité de travailler quelques jours par mois sur leur propre projet, qui s'ils décollent deviennent alors la propriété de Google? Tout à fait. Nous avons le même système et depuis quasiment le début. Donc, depuis le début, alors à des fréquences variables et avec des durées variables, mais on organise, aujourd'hui, c'est un vendredi par mois. Le dernier vendredi du mois, les employés ne travaillent pas. Ça veut dire que les employés ne font pas de projets habituels ou de tâches facturées chez les clients ou quoi que ce soit, ou de la compta pour la comptabilité, du marketing pour le marketing. C'est une journée qui est destinée à la formation, tout d'abord, parce qu'on pense que la formation est un facteur clé de succès dans le domaine technologique et dans des domaines en croissance, chaque employé a le choix entre travailler sur des formations ou à travailler sur des projets transversaux, des projets qui peuvent être des projets d'innovation privés, entre guillemets, ou des idées. Alors, bien sûr, on ne laisse pas travailler. Il y a un avis qui est assez large, donc les employés
proposent les sujets et s'ils ont un accord, mais je pense qu'on est à plus de 90% d'accord, ils ont le choix et le droit de travailler dessus un vendredi par mois au sein de la société. C'est peut-être pas comme Google encore 4 ou 5 jours par mois. On n'a pas encore la taille de Google, mais en tout cas, sur le principe, c'est le cas. Et déjà, plusieurs de ces projets ont été implémentés comme des délivrables à nos clients. Merci Fabrice. Une question encore, vous avez déjà abordé les valeurs importantes, notamment de performance, durabilité, respect pour l'humain, présentes chez iCare. Est-ce que vous intégrez également des valeurs non financières dans l'évaluation de la rémunération de votre management ? Alors, c'est une des premières choses qu'on a mis en place puisque on a toujours estimé que la rétention du personnel était quelque chose de très important. Et donc, dès la fin du premier exercice, donc dès la fin de 2005, on a mis en place un système d'évaluation annuelle. Ça, c'est pour moi primordial. Et ce système d'évaluation annuelle est basé sur l'équilibre entre performance, durabilité et humain. Donc, il y a des objectifs qui sont des objectifs financiers, des objectifs qui sont des objectifs en termes de performance, donc de qualité, de formation, etc. Et des objectifs qui sont des objectifs humains, donc en termes de fonctionnement avec les personnes au-dessus, avec les personnes en dessous, avec les collègues, avec les clients, etc. Donc, tout ça a été mis en place dans notre plan d'évaluation depuis le début. Merci Fabrice. En matière de diversité, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Votre grand-père lui-même était immigré polonais et vous soulignez souvent l'importance et la contribution positive dans tout notre tissu économico-social de cette immigration. Vous portez un regard attentif à la diversité dans votre entreprise également. Pourriez-vous nous en dire plus sur vos points d'attention, comment elle se manifeste, la vision pour l'évolution du board et des organes principaux en cette matière? Oui, je pense que la diversité, qu'elle soit une diversité de culture, qu'elle soit une diversité de genre, qu'elle soit une diversité de religion, est très importante, puisque aujourd'hui, je pense que chaque société a potentiellement un marché mondial devant elle. La mondialisation, les outils qu'on a à notre disposition permettent aujourd'hui la digitalisation. Européens, on passe à côté de beaucoup de choses, puisque ce n'est pas la majorité de la planète où les décisions sont prises par des hommes blancs catholiques européens. Donc je pense qu'il est important d'avoir une diversité à tout niveau. Hein. On a malheureusement pas autant de diversité qu'on en voudrait, puisqu'on a énormément... On embauche quasiment exclusivement des ingénieurs, et malheureusement encore aujourd'hui, dans les études d'ingénieurs, on a une proportion de femmes qui est en dessous de la moyenne. Donc ça veut dire qu'on a au départ une proportion faible, donc on a chez nous une proportion plus élevée que la moyenne, mais qui n'est toujours pas la parité, ce qui me désole. On a aussi dans nos organes opérationnels, donc dans ce qu'on appelle le KERN, le conseil de direction de la société, finalement, on a 2 femmes sur 6 personnes. Et aujourd'hui, au board, nous n'avons pas encore de femmes, donc nous sommes malheureusement un board exclusivement masculin, et exclusivement européen, je ne dirais pas plus sur les autres parties qui font partie de la vie privée, mais on espère en tout cas que la prochaine augmentation de capital nous permettra d'accueillir des investisseurs, des représentants des investisseurs et des représentants externes qui permettront d'apporter une diversité plus importante au sein de ce board.
Merci Fabrice. Une nouvelle question de Christine Darville, à nouveau, qui vous demande et vous dit, je suppose que vous avez un conseil d'entreprise. Comment se passent les relations entre ce dernier et la direction? Oh, ben, de nouveau, les relations sont assez fluides, je dirais. Euh, Mais on n'est peut-être pas un bon exemple puisque on a la chance d'être une entreprise en croissance dans un secteur en croissance. Donc forcément, quand on grandit et quand les choses vont bien, on a plus de possibilités de partager cette croissance, de partager les fruits de cette croissance. Et donc forcément, ça facilite les relations entre les employés, leurs représentants et la direction. Donc je dirais que tout ça se passe assez bien, de nouveau, de manière équilibrée et de manière fluide. Je déteste, ça doit être mon côté ingénieur, mais je déteste comment dire, en technique, en automation, on parle de processus et on parle de phases transitoires. Et donc, les phases transitoires doivent être les plus fluides possibles et doivent être les plus continues possibles. Et donc, je déteste les step-up, donc où on passe d'un 1 à 0. J'aime bien les rampes qui sont fluides. Et donc, ça veut dire que plutôt que d'avoir un contact tous les mois ou tous les 3 mois, je privilégie des contacts plus rapprochés et une communication plus continue. Et je pense que c'est la communication, l'information dans les deux directions continue est, je pense, le fruit de ce qui permet d'atteindre le plus facilement le point d'équilibre. Merci Fabrice. Des réactions, hein, des questions et des réactions qui arrivent. Je vous relis aussi Philippe de Féchereux. Bonsoir Philippe et merci. Qui vous dit, à notre époque où on parle beaucoup de déterminisme socio-économique, votre histoire est magnifique. Merci, bravo pour vos réalisations. Je vous retransmets une question également d'Olivier Mortelmans qui vous demande comment se déroule le processus d'évaluation chez iCare et le CA y joue-t-il un rôle, en tout cas pour des postes clés? Oui, donc il y a l'évaluation. Donc, comme je l'ai dit, la partie humaine est gérée par le team leader. Donc, pour toutes les équipes, c'est le team leader qui est en charge de l'évaluation, qui a un effet économique une fois par an, mais qui est finalement une évaluation continue, puisque le team leader est en continu en contact avec ses équipes, donc il peut féliciter, recadrer, etc. Donc, il y a rarement de surprises. Je pense qu'à tout niveau, hein, que ce soit pour le board, pour le CEO, pour le management intermédiaire, pour les employés d'une société, pour le conseil d'entreprise, le danger, la difficulté, c'est toujours lorsqu'il y a un gap entre les expectations, entre les attentes qu'on crée et ce qu'on peut livrer. Donc, il faut toujours être très attentif au fait de toujours faire en sorte que ce gap, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait le moins de différence possible entre ce qu'on promet et ce qu'on est capable de livrer. Et donc, c'est la communication continue à tous les niveaux qui permet d'atteindre cet objectif et d'éviter les frustrations. Donc, je pense que c'est important. Et effectivement, ensuite, pour le niveau du comité de direction, à ce moment-là, on est sur une évaluation auquel, bien sûr, participe le board. Donc, le board participe à la mise en place des objectifs, à leur suivi, à l'évaluation et à l'impact sur la rémunération de l'atteinte des objectifs. Le board participe aussi pour les fonctions du comité de direction au recrutement, ce qui est important, recrutement en interne et recrutement en externe.
Merci Fabrice. Pour revenir sur la question de la diversité qu'on nous abordions tout à l'heure, la diversité au sein des boards peut aussi s'exprimer en termes d'administrateurs exécutifs ou pas, c'est le cas chez vous et entre vous-même et votre cofondateur, ou en présence d'administrateurs indépendants aussi également. Et il nous vient une question de Catherine qui vous demande justement que penseriez-vous avec l'arrivée de nouveaux administrateurs de nommer un président qui soit indépendant afin de mieux gérer notamment les conflits d'intérêts. Tout à fait, c'est dans les objectifs à moyen, court terme, c'est-à-dire dès que nous aurons bouclé le tour de table qui est en cours aujourd'hui, c'est de séparer les positions de président du board et de CEO. Donc, aujourd'hui, en tout cas, alors tout dépendra des discussions avec les investisseurs qui rentreront dans le capital de la société, mais aujourd'hui, moi, je me vois encore au moins pour 5 ans en tant que CEO, puisqu'en fait, l'avantage d'avoir une société familiale, c'est que finalement, dans notre histoire, on est aujourd'hui à la deuxième moitié de notre deuxième plan. C'est-à-dire qu'on a fait un premier plan à 10 ans, et puis qu'on a fait un deuxième plan à 10 ans, et qu'on est à la moitié de ce deuxième plan à 10 ans. Et pour l'instant, on est au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés pour ce deuxième plan à 10 ans. Et on cherche des investisseurs extérieurs parce qu'on estime que le contexte fait qu'on peut encore pousser plus ce dépassement des objectifs sur les 5 prochaines années. Donc, en tout cas, c'est certain que nous voulons séparer à l'avenir ces deux fonctions. Moi, en tout cas, je me vois plus dans l'aspect opérationnel et dans la continuité de cette deuxième partie de notre plan à 10 ans, donc au moins pour 5 ans dans la position de CEO, et ensuite on verra dans 5 ans si comment on se répartit les responsabilités. Donc, est-ce que je resterai CEO ou est-ce que je prendrai plutôt un peu de recul en prenant la présidence du board et en allant chercher un autre CEO en interne ou en externe. Mais en tout cas, il n'y a pas de sujet tabou et il n'y a pas de vache sacrée chez iCare. J'ai toujours dit que moi, en tout cas, comme vous le disiez, je parle souvent de filiation, on a le concept de personne morale pour une entreprise, mais ça reste une personne. Étant le fondateur, je considère que iCare est une personne morale, est un petit peu comme mon enfant, mais pas au sens négatif du terme, à savoir que parfois on doit savoir prendre du recul pour permettre à son enfant de grandir et pour permettre à son enfant de vivre des choses meilleures. Donc voilà, aujourd'hui je pense que ce qui permettra à iCare ce qui sera le plus bénéfique pour iCare sur les 5 prochaines années, c'est que je reste dans la position de CEO et c'est que nous trouvions un président externe pour notre CA. Et dans 5 ans, qui sait, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on n'a aujourd'hui certainement pas une vision à 5 ans, donc je pense qu'il ne faut pas prendre aujourd'hui les décisions qu'on peut avoir le luxe de prendre dans plusieurs mois ou dans plusieurs années. Merci Fabrice. Une question également que réadresse Christine Darville qui vous demande qui compose actuellement le comité de direction. Oui, en fait, dans le comité de direction, nous avons des représentants des fonctions essentielles à la société, c'est-à-dire que nous avons le CFO de la société, nous avons le HR Officer, nous avons ce qu'on appelle le Customer Care Officer, donc c'est tout ce qui reprend le marketing et la vente. Nous avons le COO, donc l'Operation Officer, et nous avons en plus de ça le CEO de iCare America, puisque on est là dans un monde total. Moi-même en 6e, puisque je vous avais dit 6 personnes. Les États-Unis sont un monde différent et donc on considère les États-Unis comme une entité
à part entière et pas comme une filiale de l'entité belge. Merci Fabrice. Et Christine poursuit également avec une question importante en gouvernance et constate, vous êtes jeune, mais avez-vous déjà préparé un succession plan s'il vous arrivait quelque chose? Tout à fait. On a, comme souvent l'agilité est considérée comme, permettez-moi l'expression, mais comme bordélique, mais pas du tout. Je pense que du contraire, pour être agile, il faut être excessivement organisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C et un plan D, et peut-être même plus, et qu'en fonction de comment les événements externes évoluent, il faut choisir à la dernière minute lequel de ces plans mettre en place. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui deux plans de succession. On a un plan de succession d'urgence avec un remplaçant d'urgence qui est prêt à me remplacer si je venais à me faire écraser en sortant du bureau tout à l'heure après notre agréable entretien. Et on a à côté de ça un plan de remplacement à long terme qui fait partie donc de la iCare Academy dont je vous parlais, donc des vendredis où on ne travaille pas, où on investit sur le futur et où on a sélectionné 4 personnes en interne qui suivent un cursus de formation sur le plus long terme pour devenir CEO. Et la personne d'urgence fait bien sûr partie de ce cursus long terme. L'agilité, c'est le choix, et donc pour pouvoir choisir, il faut pouvoir investir dans le fait d'avoir plusieurs personnes qui sont capables de prendre cette position si jamais elle venait demain à être disponible ou à être nécessaire. Chapeau, hein, effectivement, oui, agilité égale organisation, être excessivement bien organisé, oui, en matière de succession plan. Je vais dire quelque chose que je ne devrais peut-être pas dire, parce que peut-être que certains d'entre vous sont directement ou indirectement dans ces boards, mais moi je trouve que c'est vraiment un très mauvais message qu'on fait passer quand on va chercher un CEO ad interim flamand retraité pour remplacer un CEO empêché dans une pépite biotechnologique belge. Si vous voyez de quoi je veux parler. Donc, je pense qu'on doit promouvoir les talents que nous avons en interne dans les entreprises. On doit promouvoir les jeunes. On doit promouvoir, on doit arrêter d'avoir honte ou d'avoir peur de nos compétences en tant que francophone. Et donc, je pense qu'il est important d'investir dans ces plans pour pouvoir justement, en termes d'empêchement du CEO, avoir une relève qui soit présente en interne. Merci Fabrice. Une nouvelle question d'Olivier Mortelmans qui vous demande quels sont les critères pour accepter de nouveaux investisseurs dans l'hypothèse où ils ne sont pas purement financiers. Ben, on estime que notre marché est en forte croissance. Et cette forte croissance, elle entraîne deux choses. Elle entraîne d'abord une croissance organique qu'il faut gérer. Et là, on pense qu'on a les compétences pour gérer cette croissance organique. Mais elle entraîne aussi une consolidation. Donc, elle entraîne une stratégie de M&A qui nécessite et du financement et aussi des compétences. Donc, on pense qu'on est bon pour gérer le développement organique de notre business, mais on pense que des investisseurs qui ont une expérience en M&A et en gros de ces sociétés acquises et mergées peuvent nous apporter énormément. Donc, on cherche plutôt des gens qui nous apportent des fonds et une compétence en M&A que des gens qui nous apportent, par exemple, une compétence dans notre métier. On ne cherche pas un industriel, par exemple, qui serait une bonne solution peut-être pour plus tard, parce que si aujourd'hui, par exemple, et on a eu des possibilités, mais si aujourd'hui on permettait à un fabricant d'une machine bien déterminée d'entrer dans le capital de iCare, ce qu'ont fait certains de nos concurrents, mais par définition, on limiterait notre scope à un type de machine
on ne serait plus vendor neutral, ce qui est très important pour nous. Hein. On ne réalise pas de maintenance sur les machines, on n'est pas lié à un fabricant de machines, ce qui fait que notre diagnostic peut être considéré comme totalement fondé et non lié à une demande supplémentaire. Donc, on cherche plutôt quelqu'un qui ait une expérience dans le M&A que quelqu'un qui ait une expérience dans notre secteur. Merci Fabrice. Je vois le temps passe et beaucoup d'interactions avec vous. Avant de conclure et de proposer également aux participants de vous rejoindre encore pour plus d'interactions informelles, avez-vous un dernier souhait à adresser à l'entrepreneuriat belge, aux jeunes entrepreneurs, peut-être sur base de votre propre succès et expérience? Ben, je pense, comme je l'ai dit, qu'on est dans une révolution et que dans une révolution, on doit oser. Et je suis souvent très frustré de voir que ce soit au niveau politique ou au niveau des investisseurs ou au niveau des entreprises, on n'ose pas assez, justement parce qu'on est dans cette culture de l'échec et pas dans la culture du succès. Donc, si en tout cas, je me bats pour faire passer le message que je pense que chacun a du talent et doit oser aller utiliser ce talent pour en faire son activité ou pour lancer une activité. Et je ne demande pas à tout le monde de faire un mémoire sur la maintenance prédictive et d'en faire son entreprise, mais moi je suis un passionné d'anciennes voitures et j'ai la chance d'avoir trouvé un carrossier près de chez moi qui a un talent exceptionnel pour restaurer les anciennes voitures. Et je l'ai poussé, mais j'ai dû pousser fort à se lancer et à lancer sa propre carrosserie. Et aujourd'hui, il a beaucoup de succès. Donc, il ne faut pas nécessairement avoir fait des grandes études pour pouvoir vivre et développer son talent, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dans nos habitudes en Europe en général, en Belgique et en partie francophone en particulier. Merci Fabrice. Voilà, je vois le moment est venu. Merci pour cette heure de partage d'expériences, d'idées. Aussi, je retiendrai moi-même et emporterai en tout cas cette idée d'éduquer au succès. Un rappel aussi que la vision est avant tout une question de communication et de confiance. Ça se construit et c'est clé en gouvernance également. Que l'agilité, c'est avant tout être excessivement bien organisé. Merci pour tout ce partage. Il reste encore quelques questions. Je propose aux participants de vous rejoindre alors dans le Social Lounge pour vous les adresser directement, notamment à propos d'une expérience éventuelle dans le domaine de l'imprimerie d'I-Care ou encore de l'intérêt des assureurs en matière de primes de couverture à risque pour la mise en place d'une maintenance prédictive. Donc, des questions qui pourraient intéresser bien d'autres dirigeants d'entreprise encore. Voilà, un énorme merci Fabrice pour merci à vous.